Alors déjà, merci d'être là, docteur Martinec, d'être avec nous pour parler de ce sujet si intéressant et important qu'est l'endométriose. Et on est vraiment honoré que vous soyez parmi nous et on est super content de vous accueillir tous. Virginie, je te laisse commencer. Bonsoir, c'est un plaisir en tout cas. Merci de l'invitation. Alors, effectivement, mais pardon, on a changé d'ordinateur. On a changé d'ordinateur. On n'est pas stressé ce soir. Voilà. C'est pour ça que c'est toi qui as les notes, donc je te demande d'intervenir. Voilà. Donc, docteur Martinec, vous êtes chirurgien en gynécologie, spécialisé en chirurgie minimale invasive. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste en fait la chirurgie minimale invasive. C'est en tout cas très intéressant. Et vous êtes aussi spécialisé dans l'approche holistique de la santé de la femme. Et ça aussi, c'est un point fort, rare d'ailleurs en médecine. Une de vos spécialités, c'est l'endométriose et c'est le sujet du webinaire de ce soir. Et voilà, on vous remercie d'être là. Nous, on a pas mal de questions pour vous et je pense que nos auditeurs auront aussi des questions pour vous. Et vous êtes aussi donc à Montreux, en Suisse. Vous êtes le directeur d'une clinique qui s'appelle la Clinique Suisse et donc actif dans le secteur depuis de nombreuses années. Voilà. 20 ans et 15 ans dans le privé, c'est ça? 12 ans maintenant, 12 ans. 2010, voilà. Voilà, et très novateur en fait, puisque ce que vous aimez, c'est les nouvelles technologies, les nouvelles avancées en médecine. Et c'est aussi nous ce qui nous intéressait beaucoup parce que ce soir, l'idée, c'était vraiment de parler un petit peu de ça. Et du coup, je vous propose de commencer par la première question qu'on voulait vous poser. Oui. Et notamment, cette première question, c'était donc le sujet ce soir, c'est l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous faire un court descriptif de la pathologie et notamment des nouveautés en médecine autour de cette pathologie qui est l'endométriose? Absolument. Donc, encore une fois, merci de l'invitation. Je vais essayer de faire une présentation qui est la plus compréhensive possible, justement pas trop académique. Je vais essayer de vulgariser aussi les mots, donc n'hésitez pas, si pendant la présentation, il y a des choses que vous ne comprenez pas, mettez-les dans le chat. Donc, on va alterner entre une discussion entre nous et des diapositives pour que vous ayez simplement une idée globale de l'ensemble. Donc, je vais peut-être… Est-ce que je peux partager mon écran? Vous avez autorisé, je pense, le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce qu'il est sur… Attendez, je vais regarder. Toi, tu es sur YouTube? Moi, je suis sur YouTube. Pour l'instant, je ne vois pas l'écran. On a un petit délai. Du coup, comme on n'est pas sur OBS, on ne voit pas aussi bien, mais normalement… Voilà, c'est bon. Voilà, on voit. C'est partagé. Super. Alors… Parfait. Donc, j'aime bien cette diapositive parce qu'on a une idée, on voit un ensemble de ce qu'est l'endométriose. L'endométriose, c'est finalement une maladie assez complexe à comprendre puisqu'elle est ce qu'on appelle multifactorielle. Ça veut dire qu'elle va avoir son origine. On sait qu'à la base, c'est du tissu qui est normalement à l'intérieur de l'utérus, donc qu'on voit ici, qui est l'endomètre, et puis qui va se trouver, qui va se déposer sur des organes, et puis qui va en fait finalement créer des règles, je simplifie vraiment à l'extrême, des règles dans des zones du corps qui n'ont pas l'habitude de recevoir ces règles, et puis qui vont causer des inflammations. Donc l'endométriose est du tissu endométrial à l'extérieur. Là, vous avez donc l'utérus, la paroi de l'utérus, la vessie, le vagin et le rectum. Et puis, ce tissu peut se poser sur ces différents organes. Il y a plusieurs théories, je ne vais pas les développer là ce soir sur la raison pour laquelle donc ce tissu peut se trouver là. On a la théorie donc, du reflux sanguin à travers les trompes et le dépôt sur les organes autour. On a la théorie du passage hématogène, c'est-à-dire par le sang, et ça va pouvoir se déposer sur ces organes. Et finalement, la théorie de l'induction, où ces tissus finalement se développent. Ils auraient été là déjà embryologiquement, et finalement,
donc avec ces pathologies de saignement et de douleur. Quand je parle de multifactoriel, quels sont les symptômes principaux? Eh bien, c'est des douleurs très fortes au moment des règles. Avoir des douleurs, c'est normal, mais des douleurs très fortes, invalidantes. Il faut toujours se poser cette question. Donc, des douleurs pelviennes chroniques qui viennent avec les cycles. On peut avoir des douleurs qui partent dans le dos, dans les jambes, des règles qui sont abondantes, finalement des saignements qui sont aussi anormaux. Puis avec ceci, eh bien, on va perdre donc du sang, donc des sensations de fatigue. On peut avoir des alternances diarrhée, constipation, des maux de tête. Et puis également, des facteurs très importants, c'est des douleurs au moment des rapports, des douleurs profondes. Alors, quelle est l'origine elle-même? Ça, on va peut-être en débattre aussi un petit peu plus loin. C'est là où finalement, il y a beaucoup encore de recherche qui doit être faite, où on voit qu'il y a des éléments immunitaires qui sont engagés, ça c'est clair, les éléments de stress, il y a des triggers, des éléments qui vont pouvoir déclencher de manière encore plus forte cette symptomatologie. Donc ça, c'est les éléments qu'on voit qui vont faire suspecter cliniquement l'endométriose. Super. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés au niveau de l'endométriose? Est-ce qu'on a de nouvelles informations, de nouvelles choses qu'on considère notamment en médecine par rapport à cette pathologie? Et je pense notamment aux causes, parce que la question qui revient souvent dans l'endométriose, c'est mais finalement, ça vient de quoi cette endométriose? Quelles sont les causes? Parce qu'on pense que si on a les causes, on a évidemment les outils de résolution. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond, en fait, vraiment au niveau des causes de l'endométriose. Alors, est-ce que de votre côté… Parce qu'elle est multifactorielle. Hein. Donc, il faut savoir, c'est vrai que ça, d'abord, c'est une maladie qui implique environ 25 ça dépend des statistiques, mais entre 25 et 30% des femmes au minimum. Après, il y a de l'endométriose qui est silencieuse. Ça représente plus de 176 millions de femmes, en fait, dans le monde. Donc, c'est quand même une quantité qui est non négligeable. Plus récemment, ça c'est vraiment les dernières nouveautés, on a pu voir qu'il y a un gène spécifique qui est impliqué dans cette pathologie, c'est le NPSR1, qui est en fait un gène qui déclenche, on est encore juste dans le début, hein, qui déclenche une partie de cette maladie et peut-être avec des alternatives de traitements autres que les deux traitements classiques dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire le traitement purement médical et puis le traitement chirurgical. Donc, on a c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond, mais un des autres éléments qu'on a pu voir, c'est surtout la biologie moléculaire qui a apporté des avancées. Le traitement chirurgical, il s'est affiné puisqu'on va travailler davantage avec des techniques mini-invasives, où on connaît mieux les impacts de certains traitements, notamment par rapport à la fertilité. C'est aussi le sujet de ce soir. Mais effectivement, les grandes nouveautés vont venir de la biologie moléculaire, où voilà, il y a des avancées, où on va pouvoir explorer d'autres pistes thérapeutiques. Très bien, super, merci beaucoup. L'autre question, c'est finalement, au niveau médical, quels sont les moyens d'action sur le plan brièvement des traitements qu'on peut proposer sur le plan médical et de la chirurgie qu'on peut proposer sur le plan médical, et puis à quel moment on propose l'un ou l'autre, ou comment vous intervenez en fait par rapport à ça? Donc, ce qui est important déjà, c'est la première chose, en tout cas dans ma pratique, c'est de voir la clinique. La première chose, c'est de voir est-ce qu'il y a un impact. Quelles sont les actions thérapeutiques qu'on peut faire? Alors, médical, voilà, traitement et puis chirurgie, en fait. Voilà, absolument. Alors, la première chose qui est importante, c'est la clinique. C'est comment la patiente se sent. On va voir, est-ce qu'il y a un handicap dans la vie est-ce qu'il y a un handicap sur la qualité de vie? Et par rapport à l'intensité des douleurs, notamment, c'est là-dessus on va adapter la cible thérapeutique et puis on va regarder aussi
si la personne a déjà eu des traitements médicaux. Il faut imaginer ça un peu comme des marches d'escalier. Ça veut dire qu'on va avoir un traitement initialement de base qui est souvent essayé quand les personnes qui a déjà été essayé quand les personnes viennent me voir. Ça veut dire un traitement hormonal puisque l'endométriose a des récepteurs aux hormones et est sensible là-dessus. Donc, les douleurs simples, dysménorrhée simple, vont généralement partir avec ceci. Ensuite, ça dépend de l'imagerie aussi, puisque pour le diagnostic de l'endométriose, on va faire une échographie pelvienne, peut-être une IRM. Et puis, si effectivement on voit des lésions qui sont apparentes, généralement, on va également proposer à ce moment-là un traitement chirurgical. Ce qui est aussi important, c'est que le traitement médical qui consiste finalement à bloquer les cycles, bloquer ces saignements et ces douleurs de saignements en dehors de l'utérus, si on les bloque, évidemment, la fertilité n'est pas possible. Donc, ça dépendra aussi du projet de fertilité voilà, de la femme. Et effectivement, ça n'a pas de sens de bloquer s'il y a un souhait de fertilité. Donc, il y a le traitement médical. Dans le traitement médical, nous avons les progestatifs, donc les progestérones qui vont calmer, qui vont bloquer la partie des saignements. Nous avons les analogues à la GnRH. C'est un mot un petit peu barbare, mais en fait, où on va bloquer, on va mettre la femme artificiellement en ménopause. Ça, c'est les deux éléments. Et puis ensuite, le diagnostic d'endométriose, en fait, il se pose une fois qu'on a du tissu pour pouvoir faire une analyse. Et ceci, on peut l'obtenir donc par voie chirurgicale. Donc peut-être je vais repartager encore une fois mon écran, comme ça vous voyez un petit peu l'ensemble. Donc là, on a de nouveau cette région, on a les dépôts, les zones où il y a l'endométriose. Donc, comme j'ai expliqué, on a la pilule combinée, ça c'est médical, on a les progestatifs, on a les analogues à la GnRH et finalement, ça c'est un élément discuté, c'est un stérilet au progestatif qu'on peut avoir à l'intérieur. Ensuite, la partie chirurgicale, il s'agit de faire une scolioscopie ou laparoscopie par voie mini-invasive, où on va faire des petites ouvertures. Personnellement, j'utilise du 5 mm, donc très, très faible. Quand on parle chirurgie, c'est quelque chose où on doit pouvoir arriver pour pouvoir faire un diagnostic et un traitement. Très important de le suivre de manière codifiée. Et ceci va permettre de faire finalement le diagnostic et le traitement. Et en fin de compte, on a ce qu'on appelle un traitement de consolidation qui va être, après la chirurgie, de venir avec des autres éléments en fonction des diagnostics qu'on aura eus et de nouveau de l'analyse moléculaire et histologique du tissu prélevé. Ok, et super. Justement, par rapport à la suite des chirurgies, ce qu'on constate quand même, c'est que évidemment l'endométriose est une pathologie multirécidivante, c'est-à-dire que la chirurgie est un traitement transitoire qui permet, comme vous disiez, ça permet de faire le diagnostic, ça permet aussi d'enlever du tissu endométrial, de favoriser une éventuelle grossesse. Mais on constate que les récidives ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. On voit des femmes qui ont une récidive de leur endométriose en parfois même 6 mois, ça peut être quand même hyper rapide, ou parfois moins, et des femmes qui vont parfois pas vraiment récidiver ou très tardivement. Et ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup selon votre expérience, parce que vu que vous avez cette approche holistique, vous observez vos patientes, vous regardez ce qu'elles font, vous les suivez, vous faites attention au contexte. Donc, selon votre expérience, qu'est-ce qui conditionne les récidives? Qu'est-ce qui fait qu'une femme va récidiver rapidement et qu'une autre ne récidivera que très, très tardivement, en fait? C'est une excellente question. Et en fait, là, à nouveau, c'est très variable, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains éléments qui sont communs. Il y a déjà ce qu'on appelle le background de base. Ça veut dire par combien de temps la maladie est là, combien de fois est-ce qu'il y a eu une récidive. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que comme
l'endométriose est une maladie inflammatoire de manière générale. Et dans le corps, elle est aussi partiellement immunitaire avec un système qui s'appelle HLA. Ces éléments, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des triggers, donc des éléments déclencheurs. Ces éléments déclencheurs sont ce qu'on appelle du stress. Le stress, il peut être endogène, il peut être interne ou il peut être externe. Donc, selon l'environnement, il y a les stress psychologiques. On sait que quand il y a du stress, il y a tout le système de l'adrénaline, du cortisol et tous ces éléments qui vont changer le système immunitaire. Pas vrai, quand on est un peu stressé, on tombe plus facilement malade, on a plus facilement une grippe. Donc ça va être des éléments. Il y a un élément très important, c'est aussi le tabac, puisque le système doit déjà faire du nettoyage. C'est quelque chose qui n'aide pas non plus avec la partie immunitaire. Donc ça, on voit qu'il y a des corrélations importantes. Et puis, il y a aussi le stade de la maladie. Rappelez qu'on a 4 stades et aussi en fonction du stade, ces éléments apparaissent. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui viennent avec une maladie, on fait l'intervention. Ah oui, une autre chose importante, c'est est-ce que l'intervention a été faite au complet? Ça veut dire, est-ce qu'on a fait une résection R0, donc où il n'y a plus de tissu endométrial? Évidemment, si on laisse, c'est un peu comme des braises. Avec un feu, on a une braise et puis hop, ça reprend. Donc, il y a effectivement la nature de la chirurgie. Quelles sont les technologies qu'on utilise pour traiter? C'est différent que si on fait une celluloscopie, on vide juste un kyste endométriosique, on repart, ou si on le traite avec du laser, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, il y a la technique, il y a les éléments stresseurs et il y a le background de base, l'épigénétique, si on veut, et l'environnement. Si la personne évolue dans des environnements stressants, que ce soit au travail, la famille ou des autres éléments, ça va être, on va avoir une augmentation quand même de la récidive. Donc, il y a des personnes, je les opère et je les revois plus pendant 3-4 ans, un petit peu de douleur, on redonne un traitement médical, et d'autres personnes où tous les 2 ans, même avec des résections complètes, on a quand même des récidives, et c'est là où l'environnement interne et externe, donc interne, stress, alimentation, lifestyle, et puis bien, donc c'est une question assez complexe. Et après, il y a des facteurs moléculaires aussi, biologie moléculaire. Est-ce qu'il y a des récepteurs aux hormones ou pas? Ça, c'est aussi un article qu'on a publié dernièrement avec Dr Le Sec. C'était c'est un peu comme un cancer finalement. Est-ce qu'on peut agir avec des moyens médicaux pour bloquer? Est-ce que des récepteurs sont présents ou pas? Donc ça, c'est en gros. J'ai essayé de simplifier. C'est en gros. Et c'est vrai que dans les récidives, alors merci pour ce relevé d'observation aussi, pour nous transmettre ce que vous avez vu dans vos recherches. Nous, on voit aussi une dynamique qui est quand même un petit peu différente en fonction du mode de vie, aussi parce que c'est notre travail, évidemment, le mode de vie. Et on voit que c'est un élément qui est vraiment promoteur de moins de récidives et d'un temps de rémission beaucoup plus long au niveau de l'endométriose. Et je crois que ce combo, il marche bien, de se dire à la fois on a la chirurgie, mais une chirurgie bien faite, efficace et si possible micro-invasive. Et derrière, de mettre en application des changements au niveau du mode de vie, d'essayer de canaliser le contexte. Et comme vous disiez, le fait de laisser un minimum de tissu endométrial, ça refavorise la prolifération. De même que ce tissu endométrial est un tissu actif et que si on le nourrit avec des attitudes pro-inflammatoires, il va l'être davantage. Et donc, ça va aussi tendre à faire reproliférer encore et encore et encore les tissus. Donc, je crois que ce combo, il est souvent assez mal compris parce que certaines personnes veulent changer le mode de vie mais ne veulent pas forcément faire la chirurgie. D'autres veulent faire la chirurgie et puis pas le mode de vie. Et je crois que vraiment, ce qui est pertinent dans l'endométriose, c'est d'avoir les 2 facettes, en fait. Et ça me paraît vraiment important. Est-ce que vous voulez nous parler plus de cette chirurgie micro-invasive? Parce que je crois que là aussi, il y a différents modes chirurgicaux sur l'endométriose. Et vous, ce que vous pratiquez, c'est une chirurgie qui est préservative au maximum, qui permet de préserver tous les organes, d'enlever
le maximum de tissu endométrial avec le minimum de lésions sur les autres tissus. Est-ce que vous voulez nous détailler un petit peu ce mode de chirurgie? Alors, je vais juste vous partager encore de nouveau mon écran. Donc, quel que soit le spécialiste, c'est important d'être opéré par quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'endométriose. C'est important, par exemple, la question, ce serait combien de cas vous faites par année, quelle est l'expérience dedans. Donc, pourquoi? Parce que comment la chirurgie va être faite, il y a de nombreux centres, hein, mais va déterminer la qualité de vie et la récidive, en plus de la qualité de vie. Donc, j'ai parlé de la partie mini-invasif. Donc, il faut savoir, le mot chirurgie fait souvent peur, mais cette chirurgie peut être très peu invasif. Ça veut dire ce qu'on sait où on doit être très attentif, surtout pour la fertilité, c'est la fonction ovarienne. On entend souvent le terme, plus on a une opération, plus on a d'opérations, plus on réduit les chances pour une fertilité. Alors, c'est juste si on ne respecte pas la partie folliculaire des ovaires. Donc, il faut savoir que l'ovulation, c'est sur le cortex ovarien, donc le pourtour de l'ovaire. L'endométriose se trouve souvent à l'intérieur de l'ovaire. Donc, on va devoir respecter ce cortex et traiter l'intérieur de l'ovaire, donc de l'endométriome, avec du laser, par exemple. Donc, je vais juste montrer une petite animation ici d'un des lasers que nous avons ici à la clinique qui s'appelle le PlasmaJet. Il y en a d'autres, où on va pouvoir disséquer un tissu qui est très dur, mais en favorisant en même temps avec le laser la prolifération de nouveaux tissus. C'est un petit peu comme avec l'esthétique, hein, quand on fait du laser, les microtraumas qui viennent ici sur les tissus autour, donc on va sceller et cautériser ces zones, et puis on va stimuler la prolifération de nouveaux tissus qui est autour. Donc l'instrumentation est très, très importante. Et puis, évidemment, les techniques. Donc, ça, c'est un peu un exemple sur les différents types. Comment est-ce qu'on traite les tissus avec des vaporisations de surface, des coagulations ou des dissections. Et le laser permet justement d'avoir ces éléments. Ensuite, alors, ça, c'est quelques images, hein. Donc, s'il y a des gens sensibles, peut-être, voilà, je préviens juste, c'est quelques images chirurgicales où ici, donc, c'est une endométriose, un nodule d'endométriose du repli vésico-utérin. On a la vessie ici, on a l'utérus ici. Et on a un nodule. Là, il y a déjà une dissection par laser. Vous voyez que les tissus ne sont pas brûlés, hein, c'est vraiment important. Et finalement, c'est juste, je vais mettre que quelques secondes. Là, vous avez le nodule. Donc, cette personne avait des douleurs en urinant de manière fréquente, puisqu'on a la vessie qui est juste en dessous. Vous voyez, on respecte vraiment les tissus. Ça, c'est une technologie qui s'appelle ligature. On respecte. Ailleurs, il n'y avait pas d'endométriose, mais le fait d'enlever ceci, la personne n'a plus de douleur au moment des règles en urinant. Et puis aussi, il y avait des douleurs lors des rapports. Donc là, on a pu mobiliser et enlever le tissu tout en douceur. Il n'y a plus d'endométriose qui est autour. Voilà. Donc ça, c'est une des méthodes chirurgicales qui est déjà bien codifiée. Il y a beaucoup de centres qui sont spécialisés dans l'endométriose, mais c'est important de choisir quelqu'un qui a l'habitude de faire cette chirurgie. Donc déjà, le conseil prédominant, c'est un chirurgien spécialisé qui ne ferait que de l'endométriose, par exemple, ou beaucoup. Alors, oui, alors il y a des centres où les personnes font que, bien sûr, personnellement, moi, j'ai aussi d'autres chirurgies bénignes. L'endométriose représente à peu près 30 à 40% de mes consultations et de mes chirurgies. Donc sur un ensemble, c'est plusieurs centaines de cas par année, ce qui est beaucoup pour la Suisse.
moins un peu pour la France, puis aussi le nombre d'années d'expérience. Donc, il y a des listes de toute façon selon les endroits où vous êtes, les associations d'endométriose où il y a des listes normalement de chirurgiens et de centres spécialisés. Une autre chose importante, on en parlait tout à l'heure, et ça j'y ai pris conscience il y a peut-être seulement 6 ans, c'est qu'on peut faire un acte chirurgical complet, mais il est important qu'il y ait l'accompagnement après et aussi avant. Parce qu'on peut faire un acte parfait, et je me disais, mon Dieu, je fais un bon acte, et puis les gens reviennent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et derrière, il y a tout le suivi du lifestyle. Et on est en train de prendre conscience de plus en plus de cette importance, c'est-à-dire que c'est une équipe multidisciplinaire où on va avoir des psychologues, on va avoir des personnes qui sont des nutritionnistes et des nutritionnistes qui vont introduire des régimes qui sont plutôt anti-inflammatoires, alcalins, donc non acides, et puis parce que finalement c'est de l'oxydation, donc on veut donner des éléments. Donc voilà, il y a la chirurgie, mais pas que. C'est ça. Et une question, alors, vous le savez, nous, chez Fertiline, notre focus, c'est la fertilité, l'infertilité plutôt, et puis l'objectif d'obtenir une grossesse. Donc, évidemment, des personnes, des femmes en situation d'endométriose, on en a beaucoup. Oui. Et la question qui se pose souvent, et ça c'est vraiment une question pour laquelle on est très contente de vous avoir ce soir, c'est quelle est la meilleure stratégie finalement pour obtenir une grossesse avec une endométriose, puisqu'on voit de tout. On voit par exemple des femmes qui sont plutôt mises sous traitement hormonal, mais comme vous l'avez très bien spécifié, un traitement hormonal ne donne pas de perspective de conception naturelle, c'est-à-dire qu'après le traitement hormonal, on doit l'arrêter pour intervenir en médecine de la reproduction avec des stimulations qui souvent vont faire proliférer le tissu endométrial. Donc ça, c'est des options qu'on voit parfois. L'autre option, c'est de se dire, on va viser une grossesse naturelle, mais avant la grossesse naturelle, on va plutôt avoir une chirurgie. Et en fait, je crois que beaucoup de femmes ont du mal à avoir de la clarté sur ce qu'elles devraient faire parce qu'on a des hyper-réactions pendant les stimulations. Donc, finalement, au bout de 1 ou 2 FIV, les femmes ne veulent plus aller en FIV parce qu'elles voient que le tissu a trop proliféré. Donc, qu'est-ce que vous... C'est une question compliquée parce que j'imagine que c'est vraiment du cas par cas. Mais qu'est-ce que vous préconisez pour avoir le meilleur succès avec une endométriose dans le cadre d'un projet de grossesse, en fait ? Oui, c'est une excellente question et c'est une question que j'ai faite assez souvent. Oui. Alors, il y a des protocoles. Donc, il y a des protocoles clairement connus au niveau européen pour des traitements, des guidelines. Mais j'allais dire, ce qui est d'abord important, c'est que le couple, la femme comprennent déjà la maladie et chacun a une autre réponse à la maladie, est à un différent stade. Donc, c'est très difficile. En fait, on est un peu dans de la médecine personnalisée. Ça veut dire, c'est d'avoir déjà une bonne compréhension de base quel est le problème, parce qu'on peut avoir de l'endométriose, un stade 1 ou 2 avec des douleurs, mais quand même un spermogramme qui est moins bon, on peut avoir un mélange. C'est déjà d'avoir une bonne connaissance de base, c'est-à-dire que le couple doit connaître déjà de base où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'il y a les points forts, où est-ce qu'il y a les points faibles. Leur profil. C'est intéressant ce que vous dites au niveau du spermogramme parce qu'effectivement, on ne doit pas considérer que la femme dans l'équation, mais effectivement, si on a un spermogramme qui est dégradé, la décision va être très différente avec une même endométriose. Bien sûr. L'endométriose, alors de nouveau, on a des très gros écarts, mais en gros, on parle entre 25 à 40% des infertilités. Il y a des études qui montrent un peu plus, un peu moins. Donc, ce n'est pas la majorité. Mais pour revenir là donc, sur votre question, c'est important d'avoir donc une clarté de base au début du traitement, où en sont les choses. C'est clair que si vous avez des endométriomes, ça veut dire de l'endométriose sur les ovaires et puis que vous faites une stimulation, c'est peut-être pas la meilleure option. Par contre, si vous avez de l'endométriose dans un endroit distant, par exemple une endométriose prévésicale mais qu'on a pu traiter ou resséquer, ou la cloison rectovaginale, on va pas avoir le problème de l'interaction, parce que ce qui se passe, c'est que l'endométriose crée de l'inflammation. Cette inflammation fait que
même lors d'une stimulation, les ovocytes qui sortent, comme il y a de l'inflammation, même si on fait une ponction ou même dans l'ovaire, ils vont être phagocytés, où on ne va pas avoir les collectifs, où on va collecter avec du tissu endométriosique. Donc, ça sera important de voir au cas par cas, c'est vraiment personnalisé. Il y a des personnes, si on parle sur les endométrioses générales, donc stade 1 à 2, parfois 3, l'idée, ça sera de faire un plan thérapeutique chirurgical initialement, voir est-ce qu'une grossesse est possible par les voies naturelles ou pas. Ça veut dire de faire un bilan par une hystéroscopie, regarder dans l'utérus, faire un bilan cœlioscopique, laparoscopique. On va regarder l'état des trompes, parce qu'on peut aussi avoir les trompes qui sont bouchées par l'endométriose, et faire un bon bilan chirurgical et traitement. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je revois les gens, on regarde les images ensemble, on regarde et on décide aussi avec eux quel va être le meilleur moyen. On va aussi voir par rapport à l'âge, il faut voir par rapport à la réserve ovarienne. Donc, c'est une question qui est, j'allais dire, elle se résume de manière très simple. Il faut que la décision, les stratégies thérapeutiques soient personnalisées en fonction de chaque cas. De chaque cas. Et là, en l'occurrence, en parlant de cas, il y a beaucoup de questions d'un coup. On va les traiter juste après. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur une problématique, effectivement, sur laquelle on aimerait avoir votre avis, c'est l'adénomiose. Parce que, bien évidemment, ça, c'est toujours un diagnostic sur lequel on sait assez peu quoi faire, puisque... On ne peut pas faire de chirurgie. Enfin, vous nous répondrez, mais... Qu'est-ce qu'on fait avec cette adénomiose? Alors nous, effectivement, on a des stratégies plutôt sur le plan nutritionnel, sur le plan du mode de vie pour essayer un petit peu de calmer l'activité inflammatoire immunitaire du tissu endométrial. Mais en médecine, on fait quoi en fait avec une adénomiose et quel est votre conseil justement? D'accord. Alors peut-être juste un petit rappel, je refais un partage d'écran rapide. Merci. L'adénomiose, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un utérus normal, d'accord, avec l'endomètre, cette fameuse paroi là où il y a les règles, et puis qui peut se retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'extérieur de l'utérus. Et l'adénomiose, c'était aussi anciennement appelé l'endométriose interne. C'est en fait comme si l'endomètre prend racine dans le muscle de l'utérus et s'enflamme chaque fois avec les règles et cause des douleurs. Donc, effectivement, si on va faire un traitement, parfois on vient en cœlioscopie, on voit très, très peu, on voit un stade 1, on le traite et il y a toujours des douleurs. Après, on a quand même une suspicion avant parce qu'il y a des images Doppler, donc des images de flux de sang qu'on fait par échographie avant qui vont déjà faire suspecter l'adénomiose. Donc, effectivement, s'il y a un souhait de grossesse, eh bien, on va pas pouvoir enlever cette adénomiose. Donc, alors, on va travailler surtout, enfin, c'est là qu'on va quand même faire un début de traitement, soit de progestatif, soit d'une mise en ménopause artificielle. Et ensuite, on va piloter, j'allais dire, les ovaires, pour autant que ceux-ci ne sont pas atteints d'endométriome, d'accord, pour pouvoir garder au plus calme l'adénomiose qui est dans l'utérus. C'est clair que le traitement définitif, quand il n'y a plus de souhait de grossesse, le traitement va être finalement une hystérectomie, puisque la base, ces douleurs, proviennent de là. Mais donc là, de nouveau, la stratégie va aussi être adaptée en fonction de l'atteinte adénomiosique. Tout à fait. Alors, on va par la suite répondre aux questions, mais juste avant d'attaquer ces questions, il y a plein de questions intéressantes, mais juste avant de s'attaquer à ces questions, la dernière question qu'on voulait vous poser, c'est finalement pour vous, est-ce que le mode, alors on y a répondu un petit peu, mais peut-être plus en détail, est-ce que le mode de vie a un impact en fait sur l'endométriose et comment? Alors, vous nous avez parlé du tabagisme, du stress, effectivement, de l'alimentation. Qu'est-ce qui, dans le mode de vie, impacte en fait réellement l'endométriose et à la fois
sur le plan d'une perspective de conception et à la fois aussi sur le plan des douleurs, parce que tout le monde n'a pas le même objectif avec une endométriose. Ça peut être vraiment la gestion des douleurs et puis effectivement, pour notre public, c'est plus la conception. Mais voilà, qu'est-ce qui, selon vous, dans le mode de vie, impacte cette pathologie en fait? Absolument. Alors, je vais de nouveau faire un petit partage juste pour l'écran. Comme ça, si je retrouve, voilà. Hop. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, je crois que vous pouvez juste le passer peut-être en plein écran, votre Voilà, image. je vais redescendre. Hop. Ouais, on va revenir ici. Donc, effectivement, on voit il y a l'environnement, il y a l'hérédité, la physiologie, le psycho-émotionnel. Donc, ça va être une approche sur l'ensemble de ces points. On a parlé tout à l'heure, en fait, on a déjà un petit peu répondu tout à l'heure à la question par rapport au style de vie. Une maladie telle que l'endométriose, c'est un état inflammatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est des éléments pour réduire cet état inflammatoire. L'inflammation revient du stress. On a le stress endogène, c'est-à-dire interne, et les éléments de stresseurs externes. Donc, la première chose, ça va être aussi une gestion du stress par les émotions. Souvent, il y a la douleur fait peur, donc ça fait une accentuation, puis ça fait une escalade finalement de ce stress. Donc, ça, c'est le premier élément. Et là, on va travailler avec des thérapeutes. C'est de nouveau quelque chose, je dois vous le dire, il y a quelques temps, je n'étais pas très ouvert à ça, il y a 7-8 ans, mais j'ai vu que, maintenant c'est absolument clair, c'est que des travails tels que la sophrologie, de l'hypnose, va déjà aider en partie. Ensuite, c'est la connaissance des mécanismes qui vont déclencher chez chaque personne, parce qu'au fond, si on dit « Ah, mais là, j'ai eu cette crise, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais je me suis disputé avec mon mari, ou Ah, j'ai eu ça, ou il y a eu tel élément. » C'est de voir quels sont les éléments déclencheurs et réduire ce stress interne. La deuxième chose, ça peut être tiens, oui, je suis sorti, j'ai eu une pizza, j'ai eu un élément fast-food, un autre truc. Tiens, ça s'est déclenché. Ou Ah, j'étais plus stressé, j'ai augmenté mon tabac. Donc, on va influencer sur tous ces éléments qui sont autour, l'environnement, alimentation, hygiène sociale, familiale, professionnelle. Donc, ce qu'on veut, c'est de la vitalité. L'hérédité, c'est plus difficile à changer, mais on va pouvoir travailler sur l'environnement, la partie psycho-émotionnelle et finalement la partie physique. Donc, ce qui est important, c'est qu'on sait que les endorphines, qui sont des molécules que le corps fait, qui sont semblables à la morphine, sont produites par exemple avec de l'activité physique. On les a typiquement, vous savez, quand on fait un peu d'effort, ça brûle un peu les muscles, on se sent bien, on va déclencher ça. Donc, on sait là aussi qu'on va booster le système immunitaire, on va augmenter ces endorphines et la perception de la douleur va déjà être différente. Parce que ça peut aussi être simplement que la personne a tellement mal en ayant des rapports que la conception naturelle ne va pas pouvoir se faire, simplement parce que l'endométriose est placée différemment, mais peut-être les ovaires et les trompes marchent bien. Donc, c'est vraiment, là, pour moi, c'est les 4 piliers qu'on a ici sur lesquels on travaille. Et ça nécessite effectivement un travail de groupe. Il faut que le chirurgien soit entouré. Et ça, c'est des premières réponses. Ok, alors merci. Et merci de le considérer aussi, parce que c'est vrai qu'on entend tellement souvent des patientes nous dire moi, je crois au mode de vie, je crois que changer mon mode de vie, ça va m'aider, mais quand j'en parle à mon médecin, il est très dubitatif et du coup, c'est pas encourageant pour les patients de se dire, de voir ces doutes-là, c'est pas encourageant parce que c'est assez dur de changer son mode de vie. Alors, c'est vrai que nous, en créant les programmes Fertiline, en fait, on s'est intéressé à pas mal de choses. On s'est intéressé principalement à tout ce qui est publié, en sachant que toutes les publications qui sont autour de la nutrition sont toujours des publications assez légère, entre guillemets, parce que c'est très difficile d'analyser l'impact d'un mode alimentaire, l'impact d'un microélément ou d'un ensemble de micronutriments sur un tableau complexe comme celui de l'endométriose. Mais il y a quand même des pistes qui sont hyper intéressantes que nous, on utilise quand même dans nos programmes et on les utilise
pas que en fonction de la pathologie, parce que moi, on part toujours du principe qu'il faut aussi remettre l'endométriose dans un contexte qui est le contexte de la personne. Et souvent, on voit des choses par exemple, beaucoup de publications ou de contenus sur le web qui nous disent, quand on a une endométriose, il faut faire ceci, ou il faut faire cela, ou il faut changer ci et ça et ça. Mais en fait, on pourrait en donner 400 de conseils pour l'endométriose et personne ne va pouvoir appliquer 400 conseils. C'est pour ça que ce qui est pertinent, à mon sens, c'est vraiment des conseils spécifiques qui vont être adaptés à la personne, puisque évidemment, une carence de sommeil, par exemple, ça fait monter un taux de cortisol, c'est dramatique sur l'endométriose, mais tout le monde n'est pas en carence de sommeil. Un déficit en vitamine D crée du déséquilibre immunitaire, une mauvaise régulation de l'inflammation, ça augmente aussi le risque d'endométriose et la prolifération de l'endométriose, mais tout le monde n'est pas en carence de vitamine D. Une alimentation pro-inflammatoire augmente la production d'interleukines pro-inflammatoires et augmente l'endométriose, mais tout le monde n'a pas cette alimentation et tout le monde n'y est pas sensible. Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, ce qui est aussi important, c'est pour nous, en tout cas, ça a été vraiment notre travail dans Fertiline et dans les programmes, c'est vraiment d'aller regarder quel est le terrain de la personne et pas que la maladie. Parce que la maladie, elle est ce qu'elle est, c'est un indicateur. Quand on a une endométriose, pour nous, ça sous-entend qu'il y a des problématiques immuno-inflammatoires, parce qu'il y a aussi quand même cette composante un petit peu immunitaire dans l'endométriose, qui a peut-être des carences. Et ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les facteurs du mode de vie qui influent sur l'endométriose et comment on peut les équilibrer et quels sont les facteurs prioritaires à équilibrer. Et des fois, il n'y a pas que l'endométriose, c'est-à-dire qu'on peut avoir une endométriose, mais aussi un contexte différent. On peut avoir plusieurs choses. Avec des insuffisances ovariennes, un syndrome des ovaires polykystiques. Et quand on entre dans la polypathologie, là, c'est comme s'il n'y avait plus de règles. Les règles sont dures à trouver. Donc, c'est un travail de détective. C'est pour ça que je mentionnais un petit peu plus tôt. Une des clés que j'ai trouvées, c'est vraiment un bon bilan de base. Et puis une autre chose, c'est tout bête, c'est de bien écouter ce que les gens disent, parce que souvent on a des clés là-dedans. Parce qu'inconsciemment, au fond, la personne va dire, ah bah tiens, j'ai eu cette crise à ce moment-là, où j'ai eu à tel élément quelque chose. Donc c'est vraiment, oui, c'est une approche, je pense, basée, d'ailleurs comme beaucoup d'autres éléments sur la médecine, on vient sur du personnalisé. Et ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Et ce que je vois, c'est justement les gens reviennent de moins en moins quand il y a le suivi derrière, quand ils commencent à comprendre exactement et qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs. Les gens qui sont plutôt passifs, c'est OK, mais qui disent, bon, voilà, c'est vous qui savez, docteur, et puis il n'y en a pas d'autres éléments, hein, c'est de plus en plus rare ce terme, mais disons... et l'autre chose qui est très important, qui est pas facile, mais on sait que la psychologie est très importante. Hein, même dans les études pharma, l'effet placebo, c'est 30%. Vous allez demander aussi chez les sportifs. Hein, d'ailleurs, le dernier, là, à Roland-Garros, ça s'est vu, le côté psychologique est hyper important. Si on est dans un environnement, une boucle, hein, ce qui peut arriver de désespoir complet, hein, où peut-être les gens qui ont l'endométriose entre eux s'influencent de manière négative. C'est pas facile, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est... Eh bien, on entretient cette boucle. Donc, c'est déjà de percevoir des solutions donc de rémission. L'endométriose, il faut déjà peut-être accepter que c'est une maladie chronique. C'est très important. Sans être négatif, on ne guérit pas de l'endométriose. On est en récidive courte ou très longue. D'accord ? Et bon, déjà d'accepter ça. Et la deuxième chose, c'est d'entrevoir des perspectives de rémission de plus en plus longues. C'est peut-être même de célébrer, tiens, je n'ai pas eu mal pendant une semaine, ensuite, je n'ai pas eu mal pendant un mois. Et d'entretenir ça, et malheureusement, souvent dans des associations d'endométriose, ce n'est pas facile, hein, je dis bien, mais les gens se tirent un peu vers le bas. Moi, j'ai aussi eu ça, puis ça et ça, et on ne s'en sort pas, puis on arrive dans une complainte. Et je pense que c'est important que les groupes des gens
puissent s'entretenir et célébrer des petites victoires. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive progressivement vers des rémissions de plus en plus longues. C'est ça. Et puis, un des facteurs de rémission quand même qui est important dans l'endométriose qu'on constate, en tout cas, c'est les grossesses, évidemment, et puis l'allaitement, qui font partie. Donc, évidemment, quand on a un désir de conception, l'endométriose peut limiter ce désir de conception, mais souvent, la grossesse a un côté très intéressant. Sur les rémissions d'endométriose, l'allaitement a ce même intérêt. Donc, il y a quand même un conseil moi, que je donne toujours en priorité aux femmes qui ont de l'endométriose et qui ont un désir de conception, c'est vraiment, une fois la grossesse obtenue, allaiter derrière, si vous pouvez le faire le plus longtemps possible, puisque ça va quand même, d'une part, mettre en pause le système, mais au-delà de ça, il y a aussi des articles qui vont dans le sens d'une régulation du contexte inflammatoire et immunitaire aussi par le biais de l'allaitement, en dehors du fait que l'allaitement crée une espèce de pause hormonale. Donc, a priori, il y a vraiment des intérêts majeurs à compter sur la grossesse, sur l'allaitement, et ça pourrait établir un plan de rémission, rémission d'une endométriose avec des grossesses et de l'allaitement. Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Quand on reparle style de vie, c'est que souvent on voit aussi qu'il y a des associations avec, par exemple, la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin. Il y a aussi le système immunitaire là derrière. Et les études, de plus en plus, maintenant, on se dirige aussi vers le microbiote intestinal qui est hyper important. Souvent, on sous-estime ça. Alors, c'est clair, on va donner des antibiotiques, par exemple, pour traiter des infections. Et heureusement, ça sauve des vies. Mais on tue aussi le microbiote. Et on voit maintenant l'importance du microbiote dans le système de protection. On sait qu'on voit maintenant, par exemple, avec des microbiotes affaiblis, des associations avec des maladies auto-immunes, des maladies où on n'arrive pas, on va traiter avec des corticoïdes, on est un peu démunis. Et là, il y a des solutions aussi, vous parlez de nouveautés, il y a des solutions maintenant qui commencent à venir et qui vont être connues de plus en plus par le corps médical. Et ça, c'est important de ne pas négliger ce côté-là. Bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on travaille clairement aussi dans les programmes, c'est le côté intestinal. Alors, les gens ont souvent mal au ventre avec une endométriose parce que c'est localisé, mais comme il y a un lien finalement avec le microbiote, c'est quelque chose qu'on travaille parce que ça travaille l'immunité finalement. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est que on va dire une majeure partie des personnes qui suivent nos programmes, qui, je le rappelle, sont des programmes individualisés. Ce n'est pas du tout les mêmes conseils pour tout le monde. Ce n'est pas non plus un conseil par pathologie. C'est vraiment personnalisé par rapport au terrain de la personne. Mais on constate que dans le cas de l'endométriose, en général, sur 2 à 3 mois de programme, on a une réduction phénoménale des douleurs, en fait, du contexte de douleur, voire même un contexte de douleur qui disparaît. Et quand même souvent des grossesses, et assez souvent même des grossesses naturelles sur des contextes d'endométriose assez marqués au début. Alors, ça ne veut pas dire que ça a réussi à tous les coups, ça c'est clair. Je pense qu'il faut vraiment toujours avoir l'avis médical et clairement, la plupart du temps, opérer si c'est nécessaire. Mais je crois qu'il y a vraiment, vraiment des solutions aussi, pas forcément des solutions, mais en tout cas des aides sur le plan du mode de vie qu'on néglige trop encore aujourd'hui en médecine. Pour répondre à votre question, ce n'est pas parce que je suis chirurgien que je dis ça, mais le bilan chirurgical mini-invasif de départ est très important. J'entends tellement souvent des gens, allez, prenez cette pilule, prenez ça, et puis vous avez mal, c'est normal, et ça passe. S'il y a plusieurs mois avec des douleurs, des choses clairement qui ne vont pas, et aussi de savoir, très important, je ne l'ai pas mentionné au début, mais l'imagerie médicale, que ce soit l'IRM ou l'échographie, il faut savoir que dans les études, on voit 30% des cas, les images sont normales. Et ça, souvent, on oublie, on dit « les images sont normales, il n'y a rien ». D'où on revient sur la symptomatologie. Donc, très important d'avoir un bilan initial qui permettra ensuite d'orienter et de savoir que la chirurgie ne veut pas forcément dire quelque chose qui est
c'est des fois simplement 40 minutes pour aller voir. Des fois, c'est un petit peu plus si on va faire des traitements. Très souvent, les gens peuvent partir. Je ne parle pas d'endométriose lourde, degré 3, où il y a des résections, mais il y a beaucoup d'endométriose où on va pouvoir faire ce bilan et aider. Oui. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la chirurgie est vraiment, j'imagine, le meilleur outil diagnostique d'une endométriose. Il n'y a pas mieux. C'est celui-là, parce qu'on a une confirmation au niveau des tissus. Autre petite chose importante, on en parlait d'ailleurs même cet après-midi avec une de mes patientes où il y avait des douleurs et puis on a vu finalement que dans les biopsies, ces douleurs empêchaient des rapports. Donc forcément, si on a moins de rapports puis on ne les a pas au moment de l'ovulation, eh bien, on a peut-être des rapports au mauvais moment. Et on a vu que dans les biopsies, il y avait ce qu'on appelle des myofibroblastes, c'est des petits muscles. Et on voit aussi que ceux-là, maintenant, ont des récepteurs aux hormones et c'est comme des contractions qui se font et puis qui causent des douleurs qui peuvent être un peu semblables à l'endométriose, notamment sur les ligaments sacro-utérins ou dans le péritoine, juste sous cette membrane, et qu'on peut avoir aussi des cas où il n'y a pas d'endométriose directement visible, mais on voit qu'il y a des récepteurs sur ces microfilaments qui font des contractions et puis qui font des fibroses, qui font des douleurs. Et cela, on peut aussi, avec des traitements doux de laser, réduire ces douleurs et tout d'un coup permettre qu'il y ait des rapports qui puissent se faire et avoir des grossesses dans les mois qui suivent. Donc, le bilan est, à mon avis, très important et de pouvoir rassurer les gens quant à cet acte qui reste une chirurgie, mais qui maintenant, on peut la faire de manière très peu invasive. Extra. De toute façon, je pense que comprendre les choses, connaître, avoir la connaissance, c'est quelque chose qui est important et ça rassure. En tout cas, c'est notre point de vue. Alors, on a beaucoup de questions. Il y a énormément de questions. Alors, donc, il y a des gens, il y a quand même, tout le monde s'est reconnecté. Ah oui, non, vous inquiétez pas, on est submergé de questions. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui sont... Alors, ce qu'on voulait rappeler, c'est que c'est pas. Alors, on vous remercie beaucoup pour cette présentation, docteur. C'est pas une consultation. On va essayer de répondre à plus de questions possibles, mais c'est vrai que des fois, c'est des questions qui sont très spécifiques et qui sont presque de l'ordre de la consultation. Donc, on va malheureusement peut-être omettre certaines questions parce que c'est des questions trop personnelles, on va dire, et on va prendre celles qui sont un tout petit peu plus, moins spécifiques. Qui sont généralistes et puis qui permettent de répondre à... Alors, il y a eu pas mal de questions sur l'adénomiose et je pense qu'on a répondu. Il y a une question aussi sur la combinaison de pathologies, notamment une personne qui dit, mais en fait, quand on a par exemple de l'adénomiose et un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas si vous avez des conseils particuliers sur ces polypathologies. Oui. Alors, de nouveau, c'est tout le… Je veux vraiment utiliser ce traitement c'est du diagnostic, c'est du Sherlock Holmes au début. On sait que aussi les hypofertilités, infertilités, les SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, concernent à peu près 15 à 20% des infertilités. Il faut voir de nouveau, souvent ce qu'on voit, c'est que si on arrive à résoudre par des styles de vie, parce que de nouveau, c'est un style de vie. Le syndrome des ovaires polykystiques, je ne vais pas refaire, peut-être ce serait sur un autre webinaire, mais c'est en fait une maladie métabolique due à une base génétique de résistance à l'insuline. Donc souvent, pas toujours, on peut avoir des gens avec des ovaires… donc en fait, les éléments pro-inflammatoires, voilà, le style de vie, si on voit qu'on arrive à faire le diagnostic déjà, ça veut dire c'est une prise de sang, c'est certaines mesures spécifiques pour l'endométriose et certaines pour le syndrome des ovaires polykystiques, et en plus un bilan chirurgical éventuel, on va pouvoir adapter le traitement. Et assez souvent, si on a les deux, le fait de réduire l'inflammation, de réduire tout ce qui provoque donc la résistance à l'insuline, ça veut dire certains calories, augmenter l'activité physique, tout, on va agir sur les deux tableaux. Après, il y a des éléments médicaux. Par exemple, si
on a l'adénomyose. Peut-être que l'infertilité va être plutôt due au SOPK, ou peut-être, si c'est un SOPK modéré, ça va être dû plutôt à l'adénomyose. Donc, c'est vraiment un bilan de départ important qui va pouvoir répondre à cette question. Mais on peut tout à fait agir sur les deux tableaux. Et au-delà de ça, juste ce que je voudrais ajouter, c'est que ces pathologies-là sont quand même aussi des pathologies qui ont des impulseurs génétiques, mais qui sont aussi des pathologies de terrain. Les deux sont des pathologies de terrain, c'est-à-dire que finalement, il y a une influence très très forte de l'alimentation, du stress, du sommeil, des perturbateurs endocriniens sur ces pathologies. Du microbiote aussi. Et que peut-être si deux pathologies de terrain se déclenchent chez une personne, c'est qu'il y a un contexte de terrain à régler. Bien sûr. Vraiment. Et je crois qu'on peut difficilement s'en sortir sans aller régler un contexte de terrain, sans canaliser le côté microbiote, le côté hormonal. La résistance à l'insuline, elle est nourrie par énormément d'éléments. Le SOPK est nourri par énormément d'éléments, par des carences, il est nourri par le stress, il est nourri par les perturbateurs endocriniens, il est nourri par un tableau familial, il est nourri par ce qu'on met dans son assiette tous les jours. Ça se regroupe quand même si probablement la partie adénomyose est plus profonde, mais la majorité des gens avec l'adénomyose ont une grossesse. Il faut quand même le savoir. Ça dépend de Ça, c'est très rassurant. C'est super. Merci beaucoup. Je pense que ça va rassurer beaucoup de monde. Parce que, alors peut-être pas dans leur phase aiguë, attention, hein, pas dans leur phase aiguë, mais voilà, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. On ne parle pas maintenant de nouveau d'une endométriose stade 3 avec des trompes bouchées, avec tout ça. Hein, oui. Voilà. Bien sûr. Alors, après, il y a aussi une personne qui nous explique qu'effectivement, elle a eu un protocole de PMA qui a fonctionné et puis que la FIV n'a pas augmenté son endométriose et qu'elle a été enceinte derrière et que du coup, ça a résolu quasiment l'endométriose. Bien sûr. Et c'est un bon calcul de se dire, OK, peut-être on fait une FIV, on a un risque d'augmenter l'endométriose, ce n'est pas toujours le cas, mais derrière, le bon calcul, ça peut être effectivement de tomber enceinte et d'avoir du coup peut-être une rémission beaucoup plus... Là, de nouveau, on a plus souvent une augmentation, enfin une augmentation de la chance d'avoir une grossesse, comme a vécu cette patiente, en faisant recours à la PMA. On a plus souvent ceci. De nouveau, on parle d'exemples spécifiques. Probablement ou possiblement, elle n'avait pas eu des endométriomes de départ, des autres éléments. Donc, absolument. Il y a une question aussi que je trouve assez pertinente, c'est finalement, quel est l'intérêt de mettre l'endométriose en sommeil si ça revient de toute façon après ? Est-ce qu'il y a un réel intérêt ? Est-ce que, en fait, et ça, c'est une question que je me pose souvent, si par exemple, pendant 4 ans, admettons, on laisse une endométriose endormie avec un traitement médicamenteux, avec des progestatifs, par exemple, est-ce qu'on arrive vraiment à mieux canaliser le contexte que si on le laissait évoluer naturellement ? Enfin, ça se joue à quoi, en fait ? Alors, excellente question. La première chose, c'est que si on n'a plus la douleur, on est déjà plus focusé sur la maladie. D'accord ? Donc, des fois, l'endométriose peut agir sur un problème de contexte d'entourage professionnel, un problème d'absentéisme, ensuite une diminution de l'estime de soi, de tous ces éléments. Donc, ça casse cette boucle. D'accord ? Et parfois, quand on arrête, la situation de l'environnement s'est améliorée. Donc, le stress interne, externe, est amélioré. Alors peut-être qu'on a, je le vois de temps en temps, on a des récidives, mais beaucoup moins fortes, parce que ça a donné le temps on n'a plus cette douleur intense, intenable qui est là. Donc ça va agir sur simplement l'interprétation de cette douleur. Après, il y a une autre chose peut-être un peu difficile à comprendre, mais le cerveau est comme ça, on est des êtres d'habitude, c'est qu'une douleur et une endométriose, alors j'espère que je ne choque pas les gens en disant ça, mais dans l'inconscient, ça donne une raison d'être. C'est quelque chose qui, c'est clair, les gens vont venir autour, les médecins vont s'occuper de vous, il y a tout un contexte autour, et parfois, le fait inconsciemment
de le garder. Et c'est OK si des gens… eh bien, on a plus de gens qui peuvent se mobiliser autour. Et on a tous besoin, chacun d'entre nous, on a besoin d'attention. Donc, ça dépend des contextes. Mais pour répondre à la question, ça permet souvent, on voit que le fait d'enlever une douleur, les choses sont améliorées après et la récidive est moins forte. Et moins forte. Il y a aussi une question que je trouve assez intéressante, c'est quelle est, et ça c'est une question, je pense, à laquelle vous savez répondre et absolument pas nous, c'est quelle est la progression de l'information et de la formation des gynécologues autour de l'endométriose? La personne dit, ma spécialiste PMA est très bien, mais elle ne sait pas me dire où sont mes lésions et ça m'interloque vraiment en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même dessouder le côté endométriose de la PMA. L'endométriose ne fait pas toujours partie vraiment de la prise en charge en PMA, parfois oui. Enfin, donc, comment ça évolue en fait la formation des gynécologues aujourd'hui au niveau de l'endométriose? Parce que vous vous formez pas forcément très proche de chez vous. J'imagine que vous allez vous former dans pas mal d'endroits, que vous avez ce côté novateur et vous voulez apprendre de toutes les personnes qui ont des nouveautés autour de l'endométriose, mais ce n'est pas non plus le cas de tout le monde. Donc, comment ça se passe comme ça, de façon spontanée, cette formation? Écoutez, oui, c'est une excellente… Donc, c'est très disparate. Hein. Alors, il y a des centres où, enfin, de manière générale, on devrait dire que la PMA, donc les gens dans la PMA sont absolument connaisseurs par rapport à l'endométriose. Après, je dirais, il y a l'intérêt, il y a de savoir de nouveau cette individualisation. Il y a le fait aussi de se dire, bah, on ne va pas mettre tout le monde dans la même case par rapport aux médecins. Puis il y a aussi le fait d'être ouvert. Moi, j'apprends des choses des patients qui ont peut-être vu un dernier article. Ah tiens, je ne l'ai pas vu, docteur, vous avez vu ça? Ah bah tiens, oui, je vais regarder, je vais revenir vers vous. Surtout des gens qui voyagent pas mal, qui sont très cultivés dans ce domaine, surtout si la maladie leur concerne. Eh bien, ils vont prendre beaucoup de temps pour lire et regarder. Je parle d'articles de qualité. Donc, par rapport à l'apprentissage, donc il y a des associations, des sociétés d'endométriose françaises, en Suisse, en Angleterre, ça, il y a donc tous les pays. Donc, ça dépend si les gynécologues y vont souvent pour se former. Ça, c'est la première chose. Et puis, je dirais, ces sociétés maintenant se dirigent aussi beaucoup plus maintenant vers la partie, on revient sur la partie individuelle. C'est un peu au bon vouloir et à la motivation finalement, à l'intérêt du… Oui, c'est comme dans n'importe quel métier, hein, on peut voilà, rester, dire, bon, voilà, là, j'ai ces acquis-là, et c'est toute la formation continue. C'est une formation continue. Ça veut dire, c'est de prendre le temps de voyager, de voir des webinaires, voir les dernières choses qui sortent. Et puis, parfois, des choses qu'on croyait établies sont remises finalement en question quelques années après. Et il faut savoir se remettre en question. Je pense que c'est une chose importante dans toute stratégie. Même en nutrition, on remet tout en permanence en question. On dit des choses, 2 ans après, on change de stratégie. Enfin, et c'est important de le faire, je crois aussi, vraiment. Donc, alors, je regarde juste… Moi aussi, je regarde s'il y a des questions. Une question, est-ce que dans le cadre par exemple, une personne vous explique qu'elle a de l'adénomiose et que, en fait, on lui propose d'augmenter les doses de stimulation plutôt, et est-ce que c'est pertinent de faire ça? Bon, alors c'est compliqué peut-être de répondre à cette question spécifique parce qu'on est encore dans un cadre spécifique et souvent pour répondre aux questions, il faut être le médecin il faut être le médecin et avoir le dossier du patient entre les mains aussi. Avoir le dossier, ça peut être oui ou je vais être très bateau, hein, ça peut être oui ou non, ça dépend aussi. Est-ce qu'il y a eu plusieurs tentatives? Quelles ont été les réponses à ces moments-là? Donc, je tiens aussi à préciser au public, hein, je ne suis pas un spécialiste de la PMA, d'accord? Je suis chirurgien par rapport à l'endométriose avec une approche globale. Donc, je ne vais pas aller sur un territoire où je ne suis pas spécialisé, mais c'est vraiment, il faut qu'il y ait le dossier, c'est au cas par cas, de nouveau.
Mm. C'est vraiment au cas par cas et c'est vrai qu'on peut, enfin, nous on fait par exemple dans nos accompagnements qu'on appelle les MB12, on suit, on reprend tous les dossiers de nos patients, on décortique tout et effectivement on leur donne notre avis sur les différentes questions. Mais pour faire ça, pour donner un avis, je pense avoir déjà un avis. Il faut bien connaître il faut bien connaître le dossier. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je voulais aussi répondre à quelqu'un qui disait, parce que vous allez parler de stress, et c'est vrai que souvent le stress, il est inhérent à la situation quand on n'arrive pas à avoir un enfant. Puis la personne se dit, mais c'est difficile d'entendre ne pas être stressé dans une situation comme la PMA, le désir d'enfant. Et ça, on l'entend bien, hein, on en est conscient. Mais l'idée, c'est pas forcément de diminuer le stress. On ne peut pas vous dire de ne pas être stressé. L'idée, c'est de diminuer les effets du stress. Ce que le stress va entraîner chez vous, ça c'est souvent ce qu'on parle. Hein. Nous, c'est pas de vous dire arrêtez, de vous culpabiliser, parce que de nouveau, ça va exactement. Le but vraiment, c'est de vous donner des stratégies pour que ce stress ne vous impacte beaucoup moins. Donc, il y a des stratégies, on peut faire, justement, utiliser, vous parliez de certaines hypnoses, on peut utiliser la sophrologie, nous, on parle beaucoup de cohérence cardiaque, des choses comme ça, donc vous aider à gérer ce stress, la nutrition aussi, et puis le stress… À gérer les conséquences hormonales, en fait, plutôt du stress. Ouais. Voilà. Et la chronoalimentation, c'est Virginie qui connaît mieux, mais on peut vraiment vous aider à gérer ce stress et pour pas que on peut pas juste subir le stress. Le but, c'est de ne pas subir et surtout ne pas subir les effets de ce stress. Voilà, c'était juste pour ajouter ça par rapport à cette… On voit hein, souvent les couples, que ce soit en PMA ou d'autres choses, du moment, même avec l'endométriose, hein, ou des fois des infertilités d'origine idiopathique dont on ne connaît pas, le moment où il y a une lâcher prise. En fait, c'est peut-être d'être moins focus tout le temps sur un élément. Peut-être à un certain moment, c'est important, mais on voit quand il y a un lâcher prise, tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai. Et on le constate aussi, effectivement. Ou peut-être, la proposition, c'est peut-être d'être focalisé sur autre chose. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à lâcher prise sur la chose qui nous embête, peut-être se focuser sur autre chose et justement de pouvoir être acteur dans sa fertilité et de se dire, voilà, je vais me focaliser sur mon alimentation plutôt que de se focaliser sur le négatif. Voilà, c'est peut-être une proposition. En général, oui, c'est une philosophie de vie. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, au point de vue personnel, mais ça peut être une idée, effectivement. Bien sûr. Il y a encore d'autres questions qui arrivent. Je pense qu'on va gentiment arrêter avec les questions, mais en fait, les questions tournent beaucoup autour de cette tendance à hyperstimuler sur des profils d'endométriose parce qu'on obtient peu de follicules. Il y a aussi une chose qui est quand même documentée, c'est que dans l'endométriose, vous en avez parlé, docteur, il y a un phénomène d'agression, entre guillemets, des follicules et des ovocytes par le contexte endométrial, par le contexte inflammatoire, par le contexte, par les interleukines qui sont aussi produites par le tissu endométrial, par certaines molécules immunitaires qui sont produites. Et ça, on le constate, on a vraiment une dégradation finalement de l'ovocyte, du follicule qui est liée au tissu endométrial. Et c'est pour ça que surstimuler, évidemment, ce n'est pas la solution, mais je pense que le gynécologue, il veut juste des follicules, en fait. La solution, dans ce cas-là, je crois que c'est vraiment d'aller, encore une fois, travailler le terrain et de se dire qu'on doit canaliser au maximum le contexte inflammatoire pour que la stimulation soit efficace. Et dans ce cas, on n'aura pas besoin de surstimuler. Alors, je ne sais pas, vous, votre avis sur cette question de la surstimulation, parce qu'au final, il y a une personne qui nous dit, moi, on me surstimule pour un follicule. Alors, pourquoi on ne fonctionne pas sur cycle naturel, en fait? De nouveau, la question est excellente et revient sur chaque cas, mais c'est sûr que selon le contexte inflammatoire, hein, qu'on peut quand même mesurer maintenant avec certains marqueurs qui ne sont pas des prises de sang classiques. Hein. Si vous avez… c'est un peu… Allez, je vais imaginer ça. C'est un peu comme si vous allez faire une course en montagne et puis vous avez déjà la météo qui n'est pas top. Vous risquez de rentrer dans des problèmes pour atteindre le pic que d'attendre que la météo soit un petit peu plus clémente. Même l'endométriose, c'est des cycles, même si on a une base,
Vous savez très bien, il y a des jours où c'est plus douloureux, moins douloureux. Donc, je pense aussi de planifier les moments où, où le contexte externe et interne soit au mieux. Meilleur. Et évidemment, l'inflammation, hein, comme vous dites, ces interleukines, c'est le liquide péritonéal. S'il y a de l'inflammation, l'ovocyte va être tout de suite pris par les macrophages. Enfin, voilà, c'est de se mettre dans le bon contexte. Et parfois, se dire, oh, c'est différent par rapport à l'âge, par rapport à la réserve, c'est de le faire avec l'environnement le plus propice possible. Pas toujours faisable, et peut-être de ne pas s'acharner. C'est ça. C'est ça. Et d'essayer, encore une fois, de comprendre le contexte, quoi. C'est vraiment, je crois que c'est ça. Si on veut retenir, en fait, sur le plan stratégique, je crois que c'est important d'avoir un bon avis médical, une bonne compréhension du contexte, de mettre en place le maximum qu'on puisse faire au niveau des attitudes de vie, mais des attitudes de vie ciblées en comprenant pourquoi ça dysfonctionne, quel est notre terrain. Et je crois que si on fait ça, on s'en sort pas mal avec une grossesse derrière et on arrive à stabiliser en tout cas la situation. Il y avait une dernière, alors c'est pas une question, mais c'était quelqu'un qui nous dit bravo docteur aussi, parce que c'est rare d'entendre une telle ouverture d'esprit de la part du monde médical. Et c'est vrai que franchement, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et de nous montrer cette approche justement médicale qui est nécessaire, clairement, et qu'on peut aussi aider cette approche médicale. Et que les deux sont compatibles, en Exactement. fait. C'est pas un choix. C'est pas soit on fait de la médecine, soit on travaille le mode de vie. C'est que vraiment, c'est ultra compatible. Et c'est franchement un honneur pour nous de vous recevoir et puis d'avoir pu avoir cette discussion pour les personnes qui nous suivent aussi. Et de se dire qu'effectivement, il y a vraiment un champ d'action qui est très, très large avec tout ce qu'on peut faire en médecine et tout ce qu'on peut faire en environnement et mode de vie aussi. Écoutez, merci, c'était un honneur pour moi aussi. Et puis, j'espère que ça a pu apporter des informations utiles. J'en suis persuadée. Certaine. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, on vous retrouvera certainement une autre fois sur un autre sujet, mais c'était vraiment, en tout cas, vraiment très sympa. Très intéressant. Merci beaucoup. Parfait. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là. Encore désolée pour le couac audio, mais voilà, l'attente, je pense, valait la peine. Voilà, belle soirée à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Une toute belle soirée. Au revoir, docteur. Merci.